Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des codes de la cravate dans la société. En effet, la cravate peut aussi bien désigner un ministre ou un avocat qu'un petit employé de bureau et peut aussi bien être dispensée par un gentleman, un commercial ou un journaliste. La cravate ne révèle plus une place dans la hiérarchie sociale, mais l'appartenance à des milieux où le négligé est considéré comme de bon ou de mauvais temps, la vérité profonde ou passagère de son être. Par la variété des nœuds, par celle des couleurs et des motifs, depuis la cravate, seule touche de fantaisie autorisée à tous les hommes, quel que soit leur âge ou leur condition, la cravate leur offre un langage singulier et désigne ainsi avant tout la personnalité de celui qui la porte. Dans les années 30, le duc de Windsor et Fred Astaire, dont les silhouettes de rêve ne cessaient de paraître à la une des magazines et à l'écran, décidèrent de la mode masculine sur au moins 2 continents. Tous deux bâtirent leur image en usant des ressources infinies de la cravate, avec un seul point commun, le goût du mélange poids et rayures entre la cravate et la chemise. Pour le reste, ils différaient en tout. Le duc de Windsor, ex-Édouard VIII, y lança un nouveau chic anglais, plus confortable et plus décontracté, qui fait toujours fureur aujourd'hui dans le monde. Devenu duc de Windsor, après son abdication en 1936, il donna son nom au très large nœud de cravate qu'il affectionnait. Le Windsor exige de porter un col très écarté, alors que le danseur Fred Astaire n'aimait que les cravates fines et claires, suffisamment aériennes pour s'envoler avec lui. Un autre grand de ce monde, Aristote Onassis, qui se bâtit un empire et sut aussi ravir 2 femmes de légende, Maria Callas et Jackie Kennedy, il avait pour habitude de recouvrir le nœud de sa cravate, toujours noire, par le grand pont. Grâce à un tour supplémentaire de celui-ci, un tour de magie, en quelque sorte, qui exprimait à merveille l'arme de ses conquêtes. Le secret de la dissimulation, ménageant un effet de surprise, les femmes succombaient à son charme et les hommes à son pouvoir. Et le boulimique armateur se faisait confectionner chaque année 48 cravates noires sur mesure, 24 pour l'hiver et 24 pour l'été. Ce nombre de 48 cravates a d'ailleurs fait écho dans la mondanité ambiante, et beaucoup de personnalités ont adapté, ou plutôt adopté ce nombre de cravates à posséder pour faire face à toutes les occasions. Somme toute, le nombre de cravates souhaitables dépend en fait d'un très simple constat. Rien de plus triste que de posséder une chemise ou un costume auquel aucune cravate ne convient. Chaque chemise et chaque costume doit trouver sa cravate adaptée avec une chemise blanche ou bleu clair avec un costume uni, gris ou bleu marine. Toutes les cravates conviendront. Si l'on possède 10 chemises et 2 costumes, le minimum souhaitable de cravates est donc de 12, qui se marient avec bonheur avec eux. On conçoit cependant que porter toujours la même cravate peut finir par vous dégoûter de la chemise, de la cravate elle-même et peut-être même de la vie. En conséquence, mieux vaut posséder 2 cravates, voire plus, convenant à chaque chemise et à chaque costume. On fera son possible pour que cette deuxième cravate, par son style, renouvelle complètement l'aspect de l'ensemble. Peut-on dire aujourd'hui que la cravate résume à elle seule à la fois la liberté et la fonction poétique? Non seulement que la cravate parle et délivre toutes sortes de discours, mais l'homme est désormais libre d'en choisir la teneur en toute occasion. L'immense variété des figures ornant les cravates d'aujourd'hui, qui contrastent avec l'éternelle uniformité du costume, permet en effet de tout dire. Il reviendrait à un psychologue ou à un sémiologue d'analyser précisément la polysémie de l'univers contemporain des cravates. L'essentiel demeure le plaisir du choix et le plaisir de l'abondance.
Depuis sa renaissance dans les années 80, chacun peut trouver cravate à son goût, entre la version moderne de la régate et le papillon, entre le classicisme et la fantaisie, le sombre et le spectaculaire, le distingué et le canaille, le sérieux et l'humour. Il n'est pas d'homme qui ne trouve le vocabulaire le mieux adapté à son tempérament. Et si ce tempérament fluctue selon les heures, il trouve dans sa garde-robe le plus juste reflet de l'instant, où jouent des nuances, des traits, ou de coloris, de tissage, de matière, lorsque nous nous habillons, le matin ou le soir devant notre garde-robe. Chacune des combinaisons possibles insuffle en nous un sentiment d'adhésion ou de répulsion. Un sentiment constitué, certes, par des facteurs extérieurs qui sont autant de contraintes à satisfaire, le contexte, la saison, l'harmonie des vêtements, mais aussi, plus mystérieusement, par notre état d'âme à cet instant qui n'est pas toujours celui de la veille. Aussi, le choix de la cravate relève d'un art encore une fois exactement semblable à celui du poème. Dans le cadre de règles imposées, cherchez parmi tous les possibles l'image qui répondra le mieux à ce que nous sommes et à ce que nous voulons exprimer à cet instant. Et tout comme le poème, cet exercice, une fois accompli, dispense un plaisir d'autant plus intense que des contraintes. Tel est le plus grand plaisir de la cravate, celui de l'expression, celui d'une création parfois quotidienne, toujours renouvelée, offerte à soi-même, autant qu'aux autres, comme la plus gratuite des œuvres d'art. Mais il y a encore d'autres plaisirs dont les récalcitrants auraient bien tort de se priver. Un plaisir esthétique, d'abord, celui de contempler l'évidente beauté de la cravate, savamment tissée, colorée avec goût, d'où émane une sorte de grâce, transcendant l'élégance coutumière des autres vêtements masculins ou féminins. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, merci de mettre un pouce et de partager. Et si vous êtes intéressé par l'univers contemporain de la cravate, je vous invite à vous abonner pour être informé des prochaines publications. Enfin, une bonne partie de mon exposé a été tirée d'un livre qui, ma foi, peut être considéré comme la Bible de la cravate et qui n'est autre que La grande histoire de la cravate de François Chaille. Merci encore de m'avoir écouté et c'est maintenant à vous de faire parler votre cravate. À bientôt!